Imaginez vivre à proximité d'une frontière où un dictateur imprévisible, doté de l'arme nucléaire, menace régulièrement de vous anéantir ou de plonger votre pays dans une nouvelle guerre. Comment vivre avec cette peur au quotidien ? Ce scénario n'est pas celui d'un film, c'est la réalité de millions de Sud-Coréens, coincés comme les habitants nord-coréens dans une tension géopolitique qui semble sans fin. Pour mieux comprendre la situation actuelle, il faut revenir un petit peu en arrière. Le 25 juin 1950, vers 4 heures du matin, les troupes communistes nord-coréennes envahissent la Corée du Sud. L'attaque est fulgurante et la petite armée sud-coréenne, prise de court, est contrainte de battre en retraite. Entre 1950 et 1953, la guerre de Corée a opposé le Nord, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, au Sud, appuyé par les Nations unies sous la direction des États-Unis. Ce conflit, qui a fait des millions de morts, s'est terminé par un armistice signé le 27 juillet 1953, mais aucun traité de paix n'a jamais été conclu. Depuis, la péninsule est divisée par une frontière hautement militarisée, symbole d'une guerre jamais officiellement terminée. Le premier qui met un pied de l'autre côté est immédiatement repéré par cette flopée de caméras et abattu sur le champ. D'un côté, la Corée du Sud est devenue une démocratie dotée d'une économie de libre marché ouverte sur le monde. De l'autre, la Corée du Nord reste une dictature isolée, dirigée d'une main de fer par Kim Jong-un. Le jeune maître de la Corée du Nord s'est débarrassé de son ancien mentor, un haut dignitaire du régime, avec une violence inouïe et inhabituelle. Arrêté et humilié en public, Jang Son-taek a été reconnu coupable de haute trahison et de complot contre l'État à l'issue d'un procès express. Sous son règne, le Nord a intensifié le développement de son arsenal nucléaire. Il déambulait hier encore au cœur d'une usine d'enrichissement d'uranium. Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, qui a affirmé que son pays poursuivra indéfiniment son programme nucléaire. Multipliant les essais de missiles intercontinentaux et les discours belliqueux pour affirmer sa puissance et maintenir une pression constante sur ses voisins. Nouvel avertissement de la Corée du Nord. Kim Jong-un a déclaré que son pays était prêt à déployer sa force de dissuasion nucléaire en cas d'affrontement militaire futur. Résultat, les Sud-Coréens vivent dans l'ombre constante de ces menaces. Chaque nouvelle provocation nord-coréenne, qu'il s'agisse d'un tir de missile ou d'un exercice militaire, ravive des peurs profondément ancrées. Dans certaines régions proches de la frontière, les habitants ressentent directement ces tensions. Explosions lointaines qui résonnent et manœuvres militaires font partie de leur quotidien. C'est précisément dans ce contexte que vit l'autrice Kum-Suk Jandri Kim, à quelques kilomètres seulement de la frontière nord-coréenne. Son environnement immédiat nourrit une angoisse qu'elle retranscrit dans son œuvre. Elle pose une question qui obsède beaucoup de Sud-Coréens. Comment continuer à vivre normalement avec une menace de guerre permanente au-dessus de la tête ? 3 missiles balistiques à courte portée ont été tirés par la Corée du Nord samedi et un autre dimanche à l'aube. Quand on pose cette question, on en vient forcément à se demander quel est le risque que cet homme qui décide de tout en Corée du Nord passe à l'action. Et pour évaluer ce risque, il faut comprendre qui il est. Or, Kim Jong-un est un des hommes les plus mystérieux au monde. Il serait né en 1983. La date n'est pas certaine. S'il a hérité du pouvoir en 2011 à la mort de son père Kim Jong-il, peu de choses étaient connues sur lui à l'époque, sinon qu'il avait étudié en Suisse sous un pseudonyme. Leur nom, Kim, a été changé en Pak. Depuis, il s'est imposé comme un dirigeant redoutable, consolidant son contrôle sur le régime par des purges internes brutales et en renforçant l'appareil militaire. Sa stratégie repose sur l'intimidation. Tests de missiles intercontinentaux, menaces directes contre ses voisins ou les États-Unis et propagande massive à l'intérieur du pays. La Corée du Nord voudrait que le monde entier voie ces images. Mais derrière ce portrait de leader autoritaire se cache un calculateur habile, conscient que son arsenal nucléaire est sa principale carte pour rester au pouvoir et négocier sur la scène internationale. À la fois imprévisible et méthodique, Kim Jong-un entretient un climat de peur et d'incertitude, rendant toute tentative d'anticipation de ses actions extrêmement difficile. Dans ce contexte, les Sud-Coréens comme Kum-Suk Jandri Kim vivent avec la crainte permanente que cet homme, maître absolu de son pays, puisse franchir un jour la ligne rouge. Alors l'autrice a décidé de mener sa propre enquête pour essayer de comprendre qui est cet homme, quelles sont ses intentions. Et on en discute tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Kum-Suk Jandri Kim, bonjour.
Vous êtes sud-coréenne, autrice de bande dessinée et traductrice. Vous avez publié de nombreux ouvrages, bandes dessinées, dont Demain est un autre jour sur la fécondation in vitro et beaucoup d'autres ouvrages sur la Corée du Sud. Les mauvaises herbes, Le chant de mon père ou encore L'attente, entre autres. Aujourd'hui, vous restez sur cette thématique de la Corée avec un nouveau livre que vous venez de publier aux éditions Futuropolis, Mon ami Kim Jong-un. Vous vivez avec votre mari en Corée du Sud sur l'île de Kangwa, proche de la frontière nord-coréenne. Et vous ouvrez votre bande dessinée par une bulle où il y a marqué « Boom » qui résonne sur plusieurs pages. Vous vous promenez avec votre chien et vous entendez des manœuvres militaires de la Corée du Sud et des États-Unis. Et ça crée quand même une ambiance très particulière. Pour vous, c'est ce que vous dites au début de cette bande dessinée, plus de 70 ans après l'armistice, la guerre est jamais complètement terminée et elle pourrait même éclater à nouveau. Vous allez jusqu'à vous demander, est-ce qu'il y a un abri anti-aérien pas très loin de chez vous, au cas où des bombes se mettent à pleuvoir? Comment est-ce qu'on fait en cas d'attaque armée? Est-ce que aujourd'hui vous pensez vraiment qu'un conflit armé puisse éclater là, demain? Et est-ce que c'est ça, cette peur militaire, cette peur de cette puissance nucléaire qui est à vos portes, qui vous a poussé à écrire ce nouvel ouvrage? Bien sûr, parce que la guerre pourrait s'éclater de nouveau. De toute façon, on est tous en guerre, il faut dire. Depuis quelques années, la tension vraiment augmente après la rupture de discussion entre États-Unis et la Corée du Nord. Donc, c'était nécessaire de vraiment parler de ces situations pour parler de combien c'est important la paix, garder la paix. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et comment est-ce que vous ressentez ça, vous, au quotidien? Vu que vous vivez vraiment à la frontière, est-ce que vous vous sentez anxieuse? Est-ce que vous y pensez tout le temps? Est-ce que les gens autour de vous, les autres Sud-Coréens, vous avez l'impression que c'est vraiment une grosse thématique? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites qu'il vaut mieux vivre presque dans une forme de déni pour pouvoir vivre sereinement? Ce qui est impressionnant, je viens de Séoul. Je me suis installée à Île de Gangwon depuis Séoul, depuis ma 7e année. Et quand j'ai entendu la première fois des tirs des canons près de chez moi, j'étais très surprise, j'étais étonnée, j'étais choquée. Mais les villageois, les gens, les habitants à l'île, pour eux, c'est normal. Pour eux, ils sont pas très sensibles à ça parce qu'ils ont toujours vécu à ça. Mais moi et mon mari, comme on vient de Séoul, on est peut-être plus sensibles. En tout cas, c'est quand même une thématique dont vous parlez, par exemple, oui, avec vos voisins, vos amis. Oui. À chaque fois quand je me promène avec mes chiens, j'ai posé la question aux habitants. « Ah, j'en ai marre de ce bruit de canon, ça me stresse et tout ça. » Alors ils me répondent « Mais quel bruit ?» Quand il y a des hélicoptères qui passent, des hélicoptères militaires, vous voyez pas ces hélicoptères, c'est des hélicoptères militaires qui passent, qui regardent et tout. Oh, ils disent ah, comme ça ils passent. Pourtant, le souvenir de la guerre est quand même très, très proche encore. Bien sûr, on a surtout les îles de Gangwon, il y a des habitants de Corée du Nord qui à cause de la guerre de Corée qui sont installés, qui vivent là-dedans, et ils sont très sensibles à la guerre, mais beaucoup de gens qui vont pas forcément penser à la guerre éventuelle des deux Corées. Parce que c'est une pensée qui empêche aussi d'avoir un quotidien serein. Exactement. Alors, vous, justement, vous semblez quand même avoir cette préoccupation, cette anxiété. Et je le disais en introduction, si on veut vraiment évaluer le risque de ce à quoi on pourrait faire face, il faut se demander comment est constitué le camp d'en face. Quelle est la probabilité que vraiment ça dégénère? Et donc, vous vous retrouvez à faire de l'analyse géopolitique, à essayer de comprendre ce qui se passe. Et beaucoup de choses dépendent du profil du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, qui est quand même dans le titre de votre ouvrage. Vous allez essayer un peu de percer le mystère, vous allez essayer de nous permettre de comprendre qui il est, ce qu'il pourrait faire, comment il est entouré, quelle est sa psychologie, comment est-ce qu'il dirige le pays. Vous remontez vraiment au début de ce personnage qui, encore une fois, dont on connaît très peu de choses de manière générale, qui est très énigmatique. Et vous avez une manière de narrer qui est assez originale, puisque vous partez de votre histoire personnelle. Vous allez vivre en France quand vous êtes étudiante, à Chambéry.
Et lui, en parallèle, il est en Suisse. Il est dans cette école privée. Il fait des études, en Europe. Et vous tracez un peu vos deux destinées de manière parallèle. Oui, tout à fait. C'est le premier dirigeant de Corée du Nord qui est passé en Europe à étudier, rencontrer d'autres cultures. Donc pour moi, c'était à peu près la même époque. Là, quand j'étais en France, étudier. Donc pour moi, c'était intéressant de voir. Peut-être on s'est croisés en même temps parce que je suis allée aussi plusieurs fois en Suisse à l'époque et tout ça pour voir des amis. Donc je me suis dit, même moi qui venais de Corée du Sud, qui était très surprise par certaines cultures en Occident, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a senti quand il était là, quand il est venu pour la première fois, quand il a commencé à faire des amis ou rencontrer d'autres cultures, qu'est-ce qu'il serait senti? Et je me suis posé la question, pour moi c'était très intéressant de voir ça. Et vous reprenez les récits de personnes qui l'ont rencontré, de personnes qui l'ont côtoyé. Vous allez vraiment essayer d'aller au plus proche de lui, bien sûr vous ne pouvez pas le rencontrer, mais vous allez essayer de dresser un peu son portrait psychologique. Quel type d'homme c'est aujourd'hui si on devait le décrire? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. Je pense qu'il est très fort stratégiquement. On voit bien comment très intelligent, comment il mène la relation avec les États-Unis, avec les autres pays, etc. Même je trouve qu'il est venu aussi rencontrer le président précédent de la Corée du Sud. Il avait signé le traité aussi de la non-prolifération des armes nucléaires. Oui, donc. Il était prêt à faire quand même beaucoup plus que précédent dirigeants de Corée du Nord. On va peut-être revenir effectivement sur l'histoire, sur comment il va arriver au pouvoir, parce que c'était pas forcément évident. C'était pas le fils aîné. Donc on rappelle quand même, Kim Jong-un, c'est le petit-fils de Kim Il-sung, le fondateur du régime nord-coréen, et c'est le fils de Kim Jong-il qui va décéder. Kim Jong-un, c'est pas le seul fils de Kim Jong-il, il a même un frère aîné qui logiquement aurait dû arriver au pouvoir. Et pourtant, c'est Kim Jong-un qui est désigné pour la succession par son père. Inconnu au bataillon, il y a à peine quelques mois, le visage du dauphin rouge de Pyongyang s'affiche désormais partout, comme en attestent ces dernières images diffusées par la télévision d'État en Corée du Nord. Une propagande familiale filmée comme un documentaire politique et qui retrace les 3 derniers mois du mystérieux Kim Jong-un, fils cadet de Kim Jong-il et désigné comme son successeur. À son décès en 2011, et il est très jeune à ce moment-là, il a 27 ans, ce qui est quand même très très jeune pour diriger un pays. Pourquoi lui et pourquoi pas son frère? D'après les gens que j'ai interviewés, d'après les gens que j'ai rencontrés, ils disaient que la mère de Kim Jong-un était préférée de son père. Parce que c'est son demi-frère. Oui, voilà. Et donc sa mère, la mère de Kim Jong-un, voulait absolument qu'un des fils, un de ses petits-fils qui devienne le successeur de Kim Jong-il, parce que sinon, il serait risqué, toute la famille serait risquée à la vie. Il faut quand même rappeler qu'en Corée du Nord, ne pas avoir les faveurs des dirigeants, ça peut vous mener à la mort. Preuve en est, puisque Kim Jong-un, qu'on a pu croire à un moment qu'il serait différent, que ce serait peut-être un peu moins sanguinaire, pas du tout. Rapidement, il va lui-même organiser des purges. Il va lui-même se mettre à contrôler, non pas le pays, même si aussi le pays, mais en fait les élites qui gravitent autour de lui d'une main de fer. Et ça va passer notamment 2 ans après son arrivée au pouvoir par le fait qu'il va faire exécuter son oncle. Condamné à la peine de mort, il a aussitôt été exécuté, comme avant lui, 2 de ses conseillers. Quand même un membre de sa famille. Et 3 ans plus tard, son demi-frère, le fameux qui aurait pu accéder au pouvoir, est assassiné à l'étranger de manière quand même très, 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 très étrange. Le dirigeant nord-coréen a-t-il fait assassiner son demi-frère? Kim Jong-nam, fils aîné du défunt dirigeant Kim Jong-il, aurait été empoisonné lundi par 2 femmes à l'aéroport de Kuala Lumpur. À quoi ressemble aujourd'hui
sous ce régime-là, la vie des Nord-Coréens? Puisque vous avez interviewé des Nord-Coréens qui aujourd'hui vivent à l'étranger. Oui, c'est des gens qui sont venus, qui sont réfugiés depuis des années quand même, parce que j'ai essayé de rencontrer des transfuges coréens du Nord. Les transfuges, c'est le qualificatif qu'on utilise pour parler de ceux qui vivent en Corée du Sud. Voilà. Et c'est 33 000 personnes à peu près, c'est ça? Oui, qui sont venus plus récemment, notamment. Ce qui m'intéressait, c'est de rencontrer les femmes. Mais malheureusement, c'était difficile de les rencontrer parce qu'il y a des risques de, au niveau de protection, au niveau de... Tout ça, c'était un peu plus complexe, plus compliqué. Et puis, très peu de personnes maintenant qui sont venues à cause de tout ce qui est problématique de Covid il y a quelques années et tout. Donc, depuis, c'était beaucoup plus difficile de rencontrer ces gens-là. Donc, j'ai pu rencontrer certaines Coréennes qui sont venues il y a longtemps en Corée du Sud. La vie en Corée du Nord, il faudrait que vous soyez né dans une famille du sang pur. Pour être un peu plus aisé, vivre en Corée du Nord, mieux, par exemple, pour vivre par exemple à Pyongyang, vous devez naître d'une famille du sang pur, c'est-à-dire que soit des descendants de militaires, des descendants de soldats, des soldats qui ont battu contre le régime japonais à l'époque et tout ça. Oui, c'est une vie qui est quand même très difficile, évidemment, qui est marquée aussi par les privations et par l'absence totale de liberté. Au moment où vous précisez que le simple fait de critiquer une fleur qui est assimilée à un dirigeant nord-coréen, le simple fait de dire « je n'aime pas trop cette fleur » est déjà considéré comme une opinion politique et peut vous mener à avoir des problèmes. Donc voilà, vous dépeignez quand même cette dictature qui est très violente et qui amène certains à vouloir fuir, parce que c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils fuient pas? Et fuir, c'est exposer sa famille à la purge. En fait, c'est des otages. Vous n'êtes pas seul. Donc, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est parce que si vous faites quelque chose, c'est votre famille, votre proche qui sont en danger de mort ou dans danger de partir dans un camp ou d'être arrêté. Donc, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Ce régime, pourtant, semble être assez solide, en dépit de, encore une fois, toutes les privations. Certains spécialistes, c'est ce que vous racontez, avaient prédit la chute du régime à partir du moment où Kim Jong-il décéderait. Et en fait, là encore, on voit que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le régime semble solide, toute précaution gardée, parce que c'est compliqué tout de même à évaluer. Et en face, il y a la Corée du Sud qui vit à côté de cette dictature. Et il y a cette tension permanente. Vous avez rencontré l'ancien président de la Corée du Sud qui avait rencontré Kim Jong-un et qui avait essayé d'apaiser les tensions, mais ça, c'est terminé. Président Moon, qui a beaucoup essayé de garder la paix entre deux pays, avoir la discussion, le dialogue, des échanges, de donner des confiances, avoir des confiances. Mais malheureusement, avec l'histoire de rencontre Trump... Sous le crépitement des flashs, Kim Jong-un et Donald Trump s'avancent l'un vers l'autre pour une poignée de main historique. Kim Jong-un a fait le voyage vraiment très long pour arriver en train jusqu'à Hanoï. Et puis Trump, il se trouve là-bas, qui sont normalement censés faire signer un traité comment on peut dire en français? Dénucléarisation. Oui, Même pour moi, le mot est compliqué. Oui, voilà. Et puis, en fait, ça n'a pas fonctionné comme on avait espéré. Donc, depuis la rupture de la dialogue, et puis même la Corée du Sud, le gouvernement a changé, le président a été changé. Donc aujourd'hui, la direction les dirigeants de la Corée du Sud sont moins en faveur aussi d'un apaisement des relations? Bien sûr, c'est beaucoup plus tendu. Ouais. Alors, vous avez commencé à l'évoquer,
Depuis la fin de la guerre de Corée en 1953, les États-Unis jouent un rôle absolument central dans la sécurité de la Corée du Sud, avec une présence militaire importante et des alliances stratégiques pour dissuader, en gros, les provocations de la Corée du Nord. Pour beaucoup de Sud-Coréens, ce partenariat est perçu comme une garantie de stabilité et une sorte d'espoir pour éviter une reprise de ce conflit qui avait été catastrophique pour la région. Pourtant, vous l'avez dit, les négociations avec la Corée du Nord, qu'il s'agisse des sommets donc entre Trump et Kim Jong-un, ou encore même les efforts diplomatiques plus récents, n'ont pas vraiment permis de réduire durablement la menace, voire même là, elle est encore en train d'augmenter. À vos yeux, quel est le rôle des États-Unis aujourd'hui ? Puisque là, on a changé quand même très récemment de président qui a une manière de faire de la diplomatie quand même très particulière. Donald Trump, on le voit, n'est plus le Donald Trump d'il y a quelques années. Il n'a plus du tout les mêmes manières, les mêmes méthodes, il n'a plus les mêmes contre-pouvoirs. Vous, comment est-ce que vous voyez ce changement politique aux États-Unis et quelle influence ça pourrait avoir sur la vie des Coréens du Nord comme du Sud ? Moi aussi, je suis très intéressée à regarder ce qui se passe en ce moment par les news, qu'est-ce qu'ils disent les spécialistes aussi. La guerre de la Corée, les deux Corées sont finalement comme un pays de sandwich entre les deux puissances mondiales, qui est la Chine et les États-Unis. Maintenant, la situation par rapport à Hanoï 2019 a beaucoup changé. La Corée du Nord est beaucoup plus armée nucléaire et beaucoup plus puissant par rapport Le niveau de tension a augmenté. Oui, vraiment. Voilà. Trump, lorsqu'il il a dit il y a quelques jours, il pense qu'il va proposer une discussion probablement avec le dirigeant de Corée du Nord. Et par contre, la Corée du Nord a répondu avec un lancement de missiles. Et donc, c'est pas la même situation que 2019. On verra qu'est-ce qui va se passer. Mais actuellement, la Corée du Sud est confiée au niveau de politique. Vous pensez que la Corée du Sud peut vraiment participer à l'escalade des tensions si ça doit continuer ? Oui. Et ce qui serait vraiment bien, c'est qu'il faudrait le plus tôt possible ranger la situation, améliorer la situation de Corée du Sud déjà, pour pouvoir ensuite négocier ou participer à la discussion, le dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Sans passer en ignorance de la Corée du Sud. Quel est selon vous le problème avec le gouvernement aujourd'hui en Corée du Sud ? Vous savez probablement les Français, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le 3 décembre l'année dernière, il y avait la loi martiale qui a été annoncée par le président Yoon, qui est encore toujours président. Avec cette loi martiale, il pourrait choisir de limiter la liberté de la presse, la liberté de parole, la liberté de réunion, alors qu'on sait que encore le week-end dernier, de grosses manifestations contre le président Yoon Suk-yeol avaient lieu à Séoul et réunissaient beaucoup de monde en opposition au président. Mais après, quelques heures après, même si ça a été soulevé, maintenant c'est vraiment confus. Au niveau de politique. C'est un président qui présente des entraves démocratiques importantes. Il est conservateur. Il y a la partie conservateur qui sont très présents actuellement. Et j'espère qu'ils vont changer le plus tôt possible pour qu'on soit de nouveau démocratie et qu'on participe pour garder la paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud face au nouveau régime de Trump. Vous, ce livre, vous dites à chaque fois, je ne suis pas spécialiste de la question, mais vous vivez dans la région, vous avez fait un travail journalistique qui est d'aller à la rencontre de témoins, de spécialistes, vous avez fait des interviews, vous produisez une analyse qui est écrite avec un arc narratif, une manière de raconter
qui est très personnel. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir ici sur le plateau de Blast, de venir en France dans différents médias pour parler de ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée du Nord, qui n'est pas si médiatisé ici, on n'en parle pas énormément? On a l'impression qu'il s'agit juste du problème de la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais il ne s'agit pas seulement du problème entre les deux pays. Il y a des liaisons ensemble parce que le monde n'est pas isolé. La France est un pays aussi un peu concerné parce que la France doit avoir la bonne relation aussi avec d'autres pays. Aussi, vous faites aussi économiquement, politiquement, vous êtes aussi lié aux États-Unis, vous êtes aussi lié à la Chine aussi. On ne peut pas vivre tout seul dans le monde. Et la situation de Corée aussi lié, je pense, concerne aussi comme votre pays et c'est pour ça qu'il faut se réunir ensemble pour résoudre le problème. Je pense que tout est lié. On l'a dit, Kim Jong-un, il a l'arme nucléaire. C'est vraiment, depuis le début, c'est son impression. C'est de dire je suis une puissance nucléaire comme les autres, il veut être reconnu comme tel. Qu'est-ce qui se passerait là si demain un conflit armé reprenait en Corée, parce que ça aurait une toute autre dimension, puisqu'il y en a un qui a l'arme nucléaire et l'autre qui est soutenu par des puissances nucléaires? Il semblerait que le gouvernement coréen du Sud a provoqué certaines réactions de Corée du Nord l'année dernière, mais heureusement que la Corée du Nord n'a pas répondu ou riposté à cette réaction. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas qu'il y aura tout de suite dans les immédiats des conflits physiques comme ça en armes. Et j'espère pas non plus. J'espère pas d'ailleurs. C'est vraiment une guerre psychologique, une guerre de la dissuasion en permanence avec une menace qui est énorme et on essaie de pas passer à l'action, quoi. Oui, parce que le moindre des aventures, le moindre des trucs, le moindre de petites, oui, ça peut engendrer en plus grosse bataille, conflit, et que c'est très très dangereux cette histoire. Donc, on l'a dit au début, vous vivez sur cette petite île qui est à la frontière, vous entendez le bruit des canons, vous entendez le bruit des essais militaires dans ce moment de très très grande tension géopolitique, pas qu'en Corée, de manière générale. Vous avez évoqué ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis. Je pense qu'on vit vraiment un grand moment d'incertitude. La question que je me suis posée, un peu naïve, en lisant votre livre, c'est puisque vous avez un mari français, que vous avez vous-même un passeport français, pourquoi est-ce que vous ne venez pas vivre en France où le risque n'existe pas de cette manière? Ma famille vit en Corée, surtout ma mère qui est très âgée, qui me fait confiance. Elle a besoin d'amour, moi aussi j'ai besoin d'amour et je peux pas l'abandonner, même si j'ai des frères et sœurs qui habitent en Corée du Sud, qu'elle me fait beaucoup de confiance et que donc je peux pas la laisser comme ça. C'est pour ça que je pars pas. Et si elle n'était pas là, c'est peut-être aussi un attachement à votre pays, tout simplement. Bien sûr, j'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup, même si l'hiver est très rude, très froid. C'est mon inspiration, c'est mon pays natal. Je suis très attachée à mon pays. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai envie de raconter aussi beaucoup de choses sur mon pays, sur l'histoire, sur les gens. Et c'est aussi, même si c'est l'histoire de mon pays, c'est aussi universel. J'essaie de faire ça, donc... C'est ce que vous faites dans l'ensemble de vos travaux et dans ce livre également, puisque ça parle de Corée du Sud et de Corée du Nord et aussi beaucoup de Kim Jong-un. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast, Kumsuk Jandri Kim. Je rappelle que votre livre, Mon ami Kim Jong-un, est disponible aux éditions Futuropolis. J'espère que cet entretien vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez le liker, le commenter ou le partager. C'est important parce que ce type de thématique a vraiment beaucoup de mal à percer sur les plateformes. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant et que nous vivons grâce à vous, notre audience. Donc n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr et moi je vous dis à très bientôt.